En guise d'introduction, moi c'est ce que j'ai noté, je vais vous le dire comme ça. On agit beaucoup et on s'épuise aussi. Seul, souvent, ce sentiment d'isolement revient dans le diagnostic des 11 EPL. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient « Ah ouais, mais bon, je suis tout seul, je suis fatigué, non, j'en peux plus, stop. Pour moi, c'est pas possible. » Et faire système, vous avez entendu Martine Garnier qui disait que le mot système c'était un mot important. C'est aussi un gros mot pour plein de gens. Faire système aujourd'hui, c'est une nécessité dans un contexte de transition alimentaire et agricole. Et finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que le projet d'établissement, c'est l'outil qui peut nous permettre de progresser. On va commencer avec Blaise Berger. Est-ce que tu peux, toi, quand on s'est eu tous les deux, on s'est dit finalement, on peut regarder la question alimentaire dans le contexte des objectifs de développement durable de l'ONU. Et finalement, l'alimentation, c'est un sujet très important qui questionne les transitions. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose autour de ça? Oui, en fait, d'une part, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici, d'autant plus qu'il y a 5 ans, on avait organisé des assises auxquelles certains d'entre vous ont assisté, dans cette même salle, donc, il y a 5 ans. Donc c'est une belle spirale vertueuse. Donc effectivement, l'alimentation, ça interroge la résilience de nos territoires en fait. La résilience, on va être confronté parce que c'est la capacité à absorber des chocs, à résister aux chocs, hein, la résilience, je la traduis un peu comme ça. Et du coup, on va avoir beaucoup ça à faire dans les années futures, en tout cas, nos futurs mangeurs, en tout cas, vont avoir beaucoup ça à faire. Et donc, la question de la résilience, en fait, on la travaille depuis une trentaine d'années dans les CIVAM de Bretagne, notamment par l'approche systémique, en fait, par l'approche au système, et donc notamment par la pratique, en fait. Il faut ancrer les choses dans la pratique, il faut valoriser la pratique par rapport à ça. Et en fait, pourquoi l'alimentation, en fait, quand on a parlé, ça c'est dans l'actualité, on a parlé de la biodiversité, hein, le fameux rapport là, qui est paru il y a quelques semaines. Et du coup, une des premières propositions qui a été faite, c'est il faut regarder ce qu'on a dans notre assiette. L'assiette est un élément levier, en fait. C'est dans l'assiette qu'on peut déjà, très vite, les uns les autres, on est tous mangeurs, agir par rapport à la biodiversité, en fait, avoir des éléments par rapport à la biodiversité. Et le deuxième élément, pourquoi l'alimentation répond à un enjeu important aussi, c'est par rapport au réchauffement climatique. L'assiette représente à peu près 30% des émissions de gaz à effet de serre, et dont la moitié de ces 30%, c'est représenté par la production, hein, un peu plus de la moitié. Et donc on peut avoir une contribution très forte au réchauffement à la lutte contre le réchauffement climatique à travers notre assiette. Et donc ça commence concrètement, ça peut se mettre en place, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet Atlas, qui veut dire Action territoriale pour une alimentation soutenable et solidaire. C'est de dire le creuset de tout ça, c'est le territoire en fait. C'est dans le territoire qu'on va pouvoir agir et qu'on va pouvoir faire en fait et exprimer cette résilience. À une échelle planétaire, ça va être très difficile, mais à une échelle du territoire, où on peut se rencontrer les uns les autres, hein, ça c'est très, très important, on va pouvoir exprimer et faire et rentrer en pratique pour cette résilience. Et l'établissement, finalement, l'établissement agricole est un peu dans la même situation, quoi. C'est s'il veut participer à cette résilience, à l'alimentation en tant que levier par rapport à la résilience, il peut le faire en son sein et participer en interaction avec les autres acteurs du territoire pour aller vers cette résilience. Donc voilà, moi c'était un peu ça que je voulais dire, et c'est d'autant plus important, l'établissement agricole, que c'est un lieu d'apprentissage, et résister au choc, c'est la génération d'après quoi, qui va vraiment le vivre. Nous on fait des balbutiements, on fait des trucs, des machins, on bricole, grosso modo on bricole, on n'a pas encore trouvé les solutions, et donc l'apprentissage de ça va être fondamental. Et toi, tu nous dis, tu m'as dit, je veux bien qu'on le partage,
que cela préfigure un rôle nouveau pour les EPL, pour les lycées agricoles? Ouais, enfin, disons que les EPL ont un rôle, peut-être dans la définition de ce qu'est l'alimentation durable, en fait, hein, une contribution. On va avoir la loi Egalim qui va nous obliger, enfin, nous inciter très fortement, et donc, puisque c'est dans la loi, à mettre 50% d'aliments durables dans nos assiettes. Qu'est-ce que c'est l'alimentation durable? Donc du coup, un rôle dans la définition, dans la réflexion de ce qu'est un aliment durable, et le partager aussi. On parlait du rôle des enfants, des élèves, en fait, qui eux aussi ont leur avis. Et donc c'est aussi une contribution, une co-construction de cette définition. Et le ministère, je pense, en sera très content d'avoir cette contribution. Il y a aussi donc un rôle par rapport à la formation des professionnels de demain de l'alimentation. Actuellement, on a par exemple sur l'emploi, en fait, il y a un enjeu très fort sur l'emploi. On a des unités, et c'est un des gros bastions, on a des unités d'une dizaine de personnes, en fait, des GAEC de transformation, qui ont, depuis une quarantaine d'années, monté un petit peu en structuration et sont passés, par exemple, de 4 à 10 emplois maintenant. On a beaucoup de GAEC, d'organisations collectives qui sont comme ça. Et du coup, elles ont trouvé une certaine stabilité, hein, dans leur façon de faire. Elles ont trouvé leur modèle économique, comme on dit. Et là, elles sont plus à essaimer ça. Et donc, pour recevoir cet essaimage, en fait, il faut avoir des gens formés pour recevoir cet essaimage. Et notamment avoir des compétences socio-économiques sur comment on fait vivre un collectif, comment on fait de la gestion. On n'est plus dans un champ de compétences techniques, ou pas seulement en tout cas. La compétence technique, on sait faire depuis des années et des années. Mais comment on fait collectif? Comment, par exemple, on fait un règlement? Est-ce qu'on fait un règlement intérieur? Ou est-ce qu'on se dit les choses? Ah ouais, on est une bande de copains, parce que ça part souvent de ça. Ouais, tout ira bien, etc. Et puis on s'investit beaucoup, et au bout de 8 ans ou 10 ans, ça clash. Et on n'a pas compris pourquoi. Une formation et des compétences socio-économiques permettraient à des gens, à des futurs membres de collectifs, de dire il faut s'outiller, et par exemple, il faut tout de suite faire un règlement intérieur avec des items qui sont obligatoires, et on a bossé ça au niveau de l'établissement agricole. D'accord, donc développer de nouvelles compétences, développer peut-être de nouvelles formations, ça c'est ce que tu dis. On avait prévu de parler de l'expérience de Beaufort Communauté, de l'expérience repas, mais je te propose qu'on écoute un peu les autres et je reviendrai vers toi. Robert Chazelle. On s'est dit tous les deux que peut-être il était important de donner à tout le monde une idée de ce que c'est que l'ADT, parce que c'est pas clair pour tout le monde peut-être cette histoire. Alors est-ce qu'on peut commencer par ça? Oui. Allons-y. Je suis un peu frustré parce que ce matin on a parlé d'animation et il se trouve que la deuxième mission des EFPA, c'est là que se trouve la différence. Je pourrais expliquer si vous voulez. Donc, dans des EPL, EFPA, c'est trop tard, il y a des élèves mais il y a aussi d'autres apprenants. Il faut aussi savoir regarder ce qu'ils font et peut-être ce qu'ils peuvent nous apporter. Et en plus, regardez à côté, c'est pas naturel, ça se construit, donc on vient d'en parler, je ne vais pas m'étaler là-dessus. ADT. Donc on pourrait dire DAT, parce que animer, c'est animation et développement du territoire, ça fait quand même 15 ans, en 2005 sur les territoires. Donc il y a un pluriel, animation et développement du territoire. Et il y a deux volets, il y a un volet animation et un volet développement, et ce matin on a oublié, mais rassurez-vous. J'ai regardé avant de venir, j'en parlais à l'école, j'ai regardé la circulaire de rentrée pour les prochains qui arrivent là, qui est sortie au BO agricole la semaine dernière. On parle d'animation et on a mis à côté la mission développement, expérimentation, innovation des exploitations. Ça me va, mais la mission ADT, elle est tellement englobante qu'il faudrait bien comprendre quand même un jour, au bout de 15 ans, c'est la loi de 2005, je regardais en plus, participer à l'animation et au développement des territoires. C'est spécifique au ministère de l'Agriculture, ça appartient à nos EPL, EFPA, alors faisons-la vivre. Alors peut-être que le la maître boîte à Faouri outils pourra en parler tout à l'heure. Alors, et pour finir, je ne suis pas du tout un inspecteur pédagogique, comme il était dit ce matin. Je ne sais pas faire, c'est votre métier, c'est pas le mien, même si ça l'a été à l'époque. Je m'occupe plutôt de ce qui est le fonctionnement général
des établissements, des équipes de direction. Et dans ce dont on a parlé ce matin, il y a beaucoup de management, de comment on fait. Quand on dit construire de la confiance, c'est vraiment du management. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment donné, cristallise, on dirait en chimie, ou qui fait qu'on catalyse, si on veut. Ouais. En gros, que ça précipite, il y a une part de responsabilité des équipes de direction. Et justement, par rapport à ça, vous nous dites, on est passé d'un système qui était simple à un système complexe. On passe de la recette au système. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette bascule-là? Parce qu'on se confronte à ça au quotidien, finalement. Deux notions. Oui, si je regarde les fermes-écoles, on va partir de relativement loin, 1848, premier décret. Bon, ferme-école, ça veut dire que l'enseignement agricole, il vient d'une pédagogie qui est systémique, qui au départ n'est pas... Mais à un moment donné, on a répondu par la recette. C'est-à-dire que le développement agricole, alors on va loin, hein, les années 65, etc., de 65, 70, 80, c'est pas compliqué, ni d'enseigner, ni de fonctionner. On avait des notions de recettes. On a admis la complexité parce qu'il y a un faisceau de facteurs qui font qu'on obtienne un résultat. Donc, la deuxième notion, je voudrais faire passer, mais je développerai si besoin est, c'est que c'est pas parce que c'est complexe que c'est forcément compliqué. Parce que la complexité, on l'avait de manière empirique. Je disais, les acteurs de terrain, les agriculteurs, les producteurs, les horticulteurs, ils connaissaient, ils avaient de manière empirique capitalisé les choses, à tel point qu'aujourd'hui, on s'aperçoit au niveau de la recherche, et en particulier de l'INRA pour nous, ils prennent en compte ces dimensions-là. C'est-à-dire que celui qui fait et qui refait, et qui au fil du temps continue à faire, il s'aperçoit qu'il tire des leçons de ce qu'il fait. Et il réoriente ses process, il admet des choses. Donc, de manière simple, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, simplement qu'on essaye de comprendre des choses qui font système, qui sont complexes, qui font intervenir, qui sont multifactorielles. Le projet repas dont on va parler tout à l'heure blesse exactement ça. Mais nous, on se dit que l'outil projet d'établissement, la phase d'écriture, c'est justement une étape à cette complexité. Comment le projet d'établissement, il peut nous permettre aux uns aux autres là de progresser. On se dit l'année prochaine, notre point de progression, c'est d'outiller ça en allant vers le projet d'établissement. Pourquoi c'est important? Alors le projet d'établissement, je suis obligé de vous dire ça, mais il est contenu dans la même loi. Ça veut dire que la première fois qu'on en parle, c'est 2005. 2005. C'est une obligation. Mais j'ai horreur des exercices de style imposé. Parce que si c'est imposé, c'est descendant. Si c'est descendant, ça veut dire qu'à un moment donné, on a un phénomène de résistance parce qu'on ne l'a pas construit avec les autres sur le lieu dans lequel on est, avec le faisceau de contraintes qu'on a et qui fait qu'on se l'approprie. Parce que ça nécessite de l'énergie, parce que ça nécessite de la mobilisation, là bien entendu, sur les projets, à un moment donné, il faut qu'ils soient relayés, etc. Donc le projet d'établissement, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il est obligatoire, certes, mais je pense qu'il est différent d'un établissement à l'autre. Du moment qu'on commence à penser qu'on peut contextualiser, alors moi j'ai un mot, je dis situer, ça veut dire que chaque situation est propre. Donc du moment qu'on a un faisceau de contraintes qui est propre à un territoire, qui est propre à une équipe, qui est propre à un contexte agricole, on a parlé de Belle-Île, etc., une histoire, on est obligé de contextualiser, donc on s'approprie les choses. Et à partir de là, le monde est ainsi fait, on peut rêver d'idéal, on peut rêver de l'exercice réussi, s'il ne sert à rien, je pense qu'il n'est pas très utile même de le faire. Par contre, quand on commence à se rendre compte, comme on le voit ce matin, si on veut inscrire des choses dans la durée, pour pas qu'on s'essouffle, pour qu'on évite le danger de ce que j'appelle le spécialiste, celui qui sait tout, qui fait tout, et qui, quand il part, il n'y a plus rien. Donc ça c'est, on l'a tous vécu quelque part dans une structure. Et bien il faut formaliser. Alors on n'a pas besoin d'une Bible qui cale le bureau bancal qui est dans le hall. Parce que si ça sert qu'à caler un bureau, un projet d'établissement de 200 pages, ou 50 pages, il faut qu'il soit utile.
Alors, ça fait un peu provoque ce que je dis là, mais je pense que sinon on prend des paravents pour ne pas le faire. Ça veut dire que la circulaire de rentrée, pour y revenir, elle fait 18 pages. J'ai vu au moins 7, 8, 9 orientations prioritaires. Hein, le handicap, la réforme des diplômes, etc. Les directeurs adjoints de la formation initiale scolaire qui sont dans la salle, on a du travail pour l'année. Hein. On n'a pas besoin de déjà animer les équipes, repartir, etc. Je sais. Donc il faut faire simple. Il faut se donner des objectifs avec ce que j'appelle moi une feuille de route qui donne du sens et qui qui permettent à l'EPL, l'EFPA, il n'y a pas que les élèves, je dis, de comprendre ce vers quoi ils vont pour cette année-là, et on fait un bilan. On a 2 fenêtres de tir annuelles, la réunion de pré-rentrée, la réunion de sortie. Entre les deux, il y a des instances. Il faut les utiliser, les faire vivre. C'est assez différent, Blaise, de ce que tu entends ou pas vraiment, toi? Dans ce que vous tentez, par exemple, sur le projet repas à Montfort, là, est-ce que tu peux y brosser viande? Est-ce que tu peux en parler? Oui, alors, il y a des différences ou pas? Moi, j'aimerais bien que tu... En fait, c'est vrai, est accordé une importance très forte au processus. Et en fait, on ne décrète pas les choses. Et en fait, pour reprendre le projet repas, qui veut dire réenchanter le plaisir pour les enfants à la cantine, c'est au niveau d'une communauté de communes, rurale, en fait, de 7 communes, où il y a eu l'idée de formaliser justement, à travers des feuilles de route communes, ce que pourrait être l'alimentation dans les écoles, puisque les communes en fait ont la responsabilité des cantines scolaires au niveau pour les enfants primaires. Et donc du coup c'est vraiment ça qui se sont mis en tête, et donc ils ont mis en processus, ils ont partagé la méthode au niveau de la communauté de communes, et donc il y a eu des animations là-dessus, mais la mise en œuvre s'est faite typiquement sur, chaque commune finalement a associé les parents d'élèves, donc il y a eu un noyau dur, il y a eu un socle commun qui s'est mis en œuvre, et après on a associé les parents d'élèves, l'équipe pédagogique, donc il y a eu des formalisations, des formules un peu différentes par rapport à la mise en place de la feuille de route. C'est bien ce que dit Robert mais Chazelle, oui, les choses ne sont pas figées. Il y a la possibilité pour chaque établissement, chaque situation, de s'organiser. Et alors, c'est pas sur une année scolaire, c'est-à-dire en entrée et en sortie, là, ils se sont donné 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont mis la feuille de route initiale et ils se sont dit, on va se donner 2 ans pour la réviser. Et, voilà. Et donc, ça a été financé par le PNA. Et ce qui est très important, c'est qu'ils n'ont pas visé l'appro, en fait, l'approvisionnement local. Il y avait un travail très important, par exemple, sur l'ambiance, sur le bruit. On peut pas travailler sur l'alimentation si on ne travaille pas sur l'ambiance de la cantine. On en a beaucoup parlé ce matin. Et donc voilà, ils ont remis ça en avant. Et donc ça pourrait inspirer, donc, dans le cadre des projets d'établissement, on pourra rajouter un A. Et je sais pas, la région, le ministère pourrait travailler et à l'instar et s'inspirer un peu de l'expérience sur la communauté de communes de Montfort Communauté, pour, à l'échelle de la Bretagne, essayer de réfléchir en termes de méthode, pas en termes d'application, mais en termes de méthode sur comment on peut faire. Et donc il y a un exemple là qui peut être pris au niveau du territoire rural. Ok. Robert Chazelle, vous vouliez rajouter quelque chose? Toujours un peu sur les projets. Deux points peut-être qui me semblent importants. Alors je ne sais pas si c'est l'inspecteur, l'ancien directeur de PL-EFPA qui vous parle, je ne sais pas faire la différence. Je crois que la posture qui consiste à dire on fait pas, on fait avec quoi. J'ai un terme, je l'emploie, alors pardon pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus. On parle de territoire. Le territoire, on ne picore pas le territoire. On ne va pas chercher quand ça nous fait envie. Ça ne sert à rien, c'est pas constructif. Ça. On part des projets, on a entendu parler des PAT tout à l'heure, on a entendu parler... Il y a des projets de territoire. Le territoire, il vit sa vie à un rythme qui est différent de celui d'un établissement d'enseignement, mais il vit sa vie avec ou sans vous. Donc, vous devez faire avec. Et c'est exactement comme les équipes enseignantes. Hein. Elles bougent, etc. Donc, c'est pas figé, ça avance. Ça c'est important. Il y a besoin de quelqu'un qui porte, ça on l'a entendu. Hein. Donc, à un moment donné,
tout étant limité, y compris l'énergie qu'on a à mettre dans un projet d'établissement, soit ça devient quelque chose d'important et on le formalise, on fait un 4 pages, mais il y a aussi une chose très importante que j'ai oubliée tout à l'heure, c'est que si on regarde sur le temps long, il y a des capitalisations à faire, il y a des gens qui ont travaillé probablement avant sur des diagnostics, sur des choses comme ça. Pardonnez-moi l'expression un peu agricole, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Ça veut dire qu'il faut aussi s'approprier ce qui a été fait avant. Il ne faut pas considérer que quand on arrive, on est le meilleur, on a tout compris, et que ceux qui étaient là depuis 3, 4, 5 eux, ils n'ont rien compris du tout. Et alors là, c'est vrai que c'est important pour l'adhésion du groupe de prendre en compte ce qui a été fait, parce que sinon, je l'ai raconté à certains, moi j'ai vécu une anecdote en disant, sur un projet d'établissement avec une salle pleine, en disant, écoutez, c'est très bien, monsieur le directeur, vous arrivez, mais vous allez partir, et nous on va rester. Vous arrivez, vous allez faire un temps, et puis après, vous allez partir, puis nous on va rester. Donc ça, il faut savoir l'intégrer, quoi, le comprendre. Parce que le temps long, c'est celui qui permettra d'assurer, de marquer, de typer, de mettre une appellation d'origine protégée sur l'enseignement agricole. Bon, alors justement, on va donner... On ne s'oublie pas qu'on a encore un sujet à traiter ensemble. Alors, on va donner la parole à un directeur de PL, EFPA. Ah, merci. Merci. Mehmet Fahouri, on s'est dit ensemble, moi je vais la lire cette phrase. Un bon restaurant scolaire, un chef sympa et tout le monde est content, est-ce que ça suffit pour un projet alimentaire d'établissement? Alors évidemment la réponse est non. Vous savez tous, mais je vais quand même répondre autrement. D'abord répondre à rebondir sur ce qu'a dit M. Chazelle. Il y a quelques jours, on a fait une réunion, on a dit, monsieur le directeur, il y en a marre des projets. Il faudrait que vous restiez 15 ans, on m'a demandé, pour éviter de passer d'un directeur à l'autre et que les projets s'interrompent, reprennent, voire même soient modifiés, on part dans l'autre sens. C'est une réalité, de la gestion de la multiplicité des projets qui nous tombent dessus au quotidien. Et puis, j'aime bien aussi commencer mes interventions, j'ai pris cette habitude il y a bien longtemps, par quelques anecdotes. Je m'intéresse beaucoup à l'actualité, comme beaucoup parmi vous aussi, et ça me permet de rebondir sur ce sujet. Donc ce matin, en disant, il faut 1h30 pour venir de Code, donc il faut s'occuper. J'écoute ma radio préférée, il est Michel Onfray. Ce matin, donc c'est un polémiste, c'est un philosophe, et son actualité personnelle, ces dernières années, l'a amené à beaucoup fréquenter les hôpitaux. Quand ça peut arriver, à certains moments, donc les échanges avec les médecins, les spécialistes, sont en train de constater aujourd'hui que les maladies dont on parle aujourd'hui, Parkinson, Alzheimer et d'autres, ça commence à se vérifier, ont peut-être aussi une incidence liée à l'alimentation. L'impact de l'alimentation sur des maladies qu'on ne connaissait pas il y a 40 ans, il y a 50 ans. Voilà, donc on dit que ce matin, une première question qui a été posée à Mme Perrault, est-ce qu'il y a une bonne façon de manger? Elle a répondu non, si, mais on sait aussi qu'il y a des mauvaises façons de manger, ou des produits qui sont nocifs pour la santé, ça commence à se vérifier d'un point de vue statistique. Deuxième observation sur l'actualité, donc je ne ferai pas de commentaire politique, évidemment, on a eu des élections il y a quelques jours, et le constat de ce qui a attiré mon attention, c'est qu'on est passé au-dessus des 50% de votants, et ceux qui ont contribué à passer au-dessus de la barre des 50% sont les jeunes. Une partie, en tout cas, une partie. Et vers quoi ils se sont tournés, c'est pas un commentaire politique, c'est un constat, vers des partis environnementaux, qui prônaient, qui parlaient d'environnement, de biodiversité, parce que c'est leur avenir qui se joue là-dedans. Ce n'est pas une question d'orientation politique, c'est un constat très concret, c'est mon avenir qui se joue là-dedans, donc il faut que je m'investisse, que je m'intéresse à ces questions liées à l'environnement, et donc plus largement à la production, à l'alimentation, la complexité que vous avez évoquée ce matin. Alors, pour revenir sur le sujet, et le contexte, ce qu'a dit, est-ce que manger bien à la cantine, ça suffit? Ben non, évidemment. Donc, dans quel contexte on est, nous, les EPL de FPA? Parce qu'il faut quand même le rappeler, et je ne vais pas être barbant, mais quand même rappeler, donc la loi Egalim, elle a été citée tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle dit? 3 objectifs. Pas compliqué, je les ai repris ce matin. Donc, payer le juste prix aux producteurs pour qu'ils en vivent dignement. Deuxième objectif, renforcer la qualité sanitaire, environnementale
et nutritionnelle des produits. C'est pas compliqué, c'est facile à comprendre. Troisième objectif, favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous, dont on parle actuellement. Deuxième contexte, la transition énergétique. Donc, quel mode de production des énergies, quel mode de consommation des énergies. Autre contexte, c'était évoqué, la transition climatique. Ça nous tombe dessus, aujourd'hui, l'impact, c'est en même temps, on ne prend pas 40 ans. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, donc ça va modifier profondément donc, le travail des agriculteurs, aujourd'hui, les productions, les modes de production, les cultures. Vous dites finalement ça renforce l'idée du sens de ce que l'on fait et ça donne une légitimité. Ça donne une légitimité. La puissance publique et le contexte aussi économique, social, scientifique donnent un contexte et légitime ce que nous faisons, ce que nous faisons tous les jours. Et vous avez été aussi enseigné à produire autrement. On est quand même dans des établissements de formation. Au-delà, il y a 5 missions évidemment, il y a aussi 16 de formation. Donc nous avons la responsabilité de former des jeunes qui vont prendre en main demain les choses, l'économie, la production. Voilà. Donc c'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et vous dites finalement, je ne veux pas faire raccrocher, d'être un peu plus rapide, mais vous dites qu'il y a 3 piliers quand même sur lesquels on peut être attentif. En tout cas à Cône, on a été attentif à 3 piliers. Vous avez dit il y a le territoire. Le territoire, la pédagogie. Je vais continuer pour pouvoir. Je vous en prie. Dans ce que vous avez dit tout à l'heure, si le lycée agricole, les lycées agricoles ne s'emparent pas de ces sujets, on est à côté. Voilà, il y a quasiment une obligation, une évidence de s'emparer de ces questions avec les enseignants, pas que les enseignants tout à l'heure, et avec les élèves qui sont présents ici. Alors, moi, en tant que directeur, Mariou, vous l'avez dit, le premier directeur qui arrive, il va à la cantine. Comment ça se passe? Et pas pour savoir si c'est bon, parce que je ne mange pas à la cantine, c'est très rare, c'est assez rare, mais parce que donc, nous avons une responsabilité de ces jeunes qui nous ont confiés, qui prennent tout leur repas au lycée, qui ont un fort taux d'interne, même parmi les apprentis. La mixité des publics, les stagiaires, on a des jeunes, des moins jeunes, des adultes, puis les salariés, les gens de passage. Donc on a une obligation de veiller à ce que ce qui se passe à la cantine se passe bien. On mange bien, le climat est convivial, on respecte quelques normes réglementaires également. Ça c'est le premier travail du directeur. Mais derrière, il n'y a pas évidemment cette question du plaisir à la cantine, parce que c'est un beau titre. Et moi, il m'a bien plu, plaisir à la cantine. C'est un titre qui approche bien, c'est sympa. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe après et au-delà? Voilà. Parce qu'il y a quand même, il faut aussi un peu élever, parce qu'on a été élevé un petit peu le débat. Et comment on passe à cette étape supérieure avec l'ensemble des acteurs de ce sujet? Eh bien, c'est faire sens au premier, parce que c'est avec la pédagogie, le premier. Nous avons des enseignants qui parfois, parce que c'est telle ou telle matière, je me suis dit, je ne suis pas concerné. L'alimentaire, ce n'est pas le sujet du prof d'histoire géo, de mathématiques ou de philosophie. Ça a été évoqué ce matin. Eh bien non. Donc on peut prendre un sujet alimentaire ou un autre, et faire sens avec l'ensemble des enseignants pour traiter ce sujet de façon pluridisciplinaire. Et la pluridisciplinarité, c'est quand même presque a été inventée dans les lycées agricoles. On ne peut pas d'abord oublier. Donc oui, les 15 enseignants d'une filière peuvent s'emparer en même temps du sujet alimentaire, le traiter, de l'aborder évidemment différemment. Ça va donner sens à l'équipe pédagogique qui va travailler autour d'un sujet commun, et ça va donner sens aussi aux élèves, aux apprenants de façon générale, qui vont entendre un message qui est cohérent et qui porte les élèves un peu plus loin. Donner sens également, je vais sur le territoire. Allez-y, et puis ensuite on va donner la parole, je vais donner la parole à Caroline, le dédié pour parler d'écriture, parce qu'on a une table ronde après. Allez-y sur le territoire. Le deuxième effet qui se coule, c'est l'établissement, évidemment, le projet d'établissement, dans son territoire. Non, il faut savoir que le lycée n'est pas une enceinte fermée, en plus dans le lycée agricole. Donc on a un territoire dans un lycée agricole, j'ai parlé, M. Chazelle, d'instance de gouvernance, le conseil d'administration, évidemment, et les autres. Et nous avons la chance, en particulier à Cône, mais dans d'autres lycées, où le conseil d'administration, nous avons des acteurs qui sont présents. La profession est présente, les collectifs sont présents, donc les gens qui sont présents. Voilà, les syndicats, les organisations, ils sont vraiment présents à Cône, et c'est une chance unique que nous avons, parce que nous faisons valider avec eux les choses. On présente sur des sujets importants, le projet alimentaire, on peut en parler,
Donc il a été validé en conseil d'administration auprès notamment de la profession agricole, hein, qui a validé avec nous ces orientations. Donc le territoire, évidemment, l'agglomération, hein, qui traite aussi des questions alimentaires avec le projet alimentaire territorial, hein, les professionnels, je l'ai indiqué. On reviendra tout à l'heure, oui, bien sûr. En fait, en tout cas, ce qu'on a partagé avec Caroline pour préparer cette rencontre, c'est de dire que tout ça, ça n'a pas de sens si à un moment donné on ne le formalise pas et on ne l'écrit pas. Est-ce que Caroline, tu peux expliquer un peu l'idée de ça? Je vous pose une question, je ne vous demande pas de répondre. Avez-vous écrit tout ce que vous avez raconté ce matin? Pourquoi c'est important d'écrire? Avant de répondre à cette question, je vais faire comme ces messieurs. Faites toujours comme vous voulez. Je vais prendre un petit détour pour dire à quel point je suis ravie de la tournure que prennent les réflexions autour de l'alimentation. Et je vous le dis en connaissance d'un passé que les moins de beaucoup ne pourront pas connaître, jusqu'à il y a assez longtemps, en tout cas il y a 20 ans, je pilotais un service d'inspection de la chaîne alimentaire, puisque je suis vétérinaire inspecteur. Et les questions autour de la restauration collective, qu'à l'époque j'inspectais ou je me faisais inspecter, c'était plus autour de la prévention des toxi-infections alimentaires collectives qu'autour de plaisir à la cantine. Et donc j'ai constaté avec bonheur, en arrivant dans les lycées agricoles, je me suis bien gardée d'en parler à quiconque, hein, de ce passé de contrôle de la chaîne alimentaire. Je crois que même Ludovic ne savait pas très bien ceci. Ah, quand même. Bref. Pas trop de digression, s'il vous plaît, madame. Allez, continue. Et donc, je suis ravie qu'aujourd'hui, on soit sur des questions de plaisir autour de l'alimentation et des questions collectives autour de l'alimentation, parce que moi, je constatais à l'époque que vraiment, les responsables de cantine étaient extrêmement solitaires, et surtout quand il y avait une toxi-infection alimentaire collective. Ils se retrouvaient vraiment au premier plan et à devoir ramer tout seul. Voilà. Donc je me permets de féliciter du coup tous les collègues qui travaillent dans les cantines, parce que je pense que c'est leur action, leur travail, leur formation, leurs efforts permanents qui font qu'aujourd'hui, c'est devenu même plus la peine d'en parler, de cette question de la qualité sanitaire, puisque c'est le BABA et que tout va très très bien dans ce Mais alors, pourquoi écrire? Alors, pourquoi écrire? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites à ce sujet. Pourquoi écrire? Déjà pour écrire collectivement. Là encore, je suis désolée, hein, je suis suffisamment âgée pour avoir vécu des choses et avoir envie d'en parler. J'étais dans un établissement d'enseignement supérieur, j'étais responsable de la mission qualité avec une collègue, ou co-responsable. On avait l'habitude de dire aux collègues, quand on a rédigé le système qualité d'établissement, qui a d'ailleurs été certifié, on avait l'habitude de dire le chemin compte au moins autant que le résultat. Et ce qui compte dans l'écriture, c'est pas l'écriture pour l'écriture, hein, je ne reprendrai pas les paroles de M. Chazelle sur le fait de caler une table, mais je le crois profondément. Ce qui compte, c'est pas ce qu'on produit comme résultat écrit. C'est important ce qu'il y a dedans, bien entendu, le fond est très important, la forme un peu moins, mais ce qui compte, c'est surtout de l'avoir rédigé collectivement. C'est-à-dire si on a l'habitude aussi de se le dire avec mon directeur, on pourrait parfaitement se mettre tous les deux à un bureau et puis rédiger un projet d'établissement, et n'importe lequel d'entre les collègues pourrait faire pareil, hein, mais ça n'aurait rigoureusement aucun intérêt. Donc il est important d'écrire collectivement. Il est important d'écrire aussi parce que le fait de réfléchir collectivement à ce qu'on va écrire permet finalement de se poser des questions de fond. Parce que les termes ont leur importance. On vous a montré ce matin les 8 critères du plan alimentaire d'établissement de Cône. Je pense que chacun des termes, moi j'étais pas là lors de sa rédaction, mais je pense que chacun des termes a été longuement discuté pour qu'il y ait un sens et un sens partagé. Donc écrire, c'est déjà chercher un sens partagé pour les différents éléments du projet. Écrire, c'est aussi pérenniser. Donc partager d'un côté, pérenniser de l'autre. On nous dit, et moi a fortiori, parce que je m'en vais après un an seulement, on nous dit, bah oui, vous êtes gentils, vos projets, on écrit, puis on écrit
n'écrit pas, enfin bref, on en parle, et puis après vous partez, et puis il reste rien, et on recommence une nouvelle chose avec quelqu'un d'autre. Donc écrire, c'est garder une trace, et c'est se projeter, et la personne qui arrive, elle prend en cours de route ce qui a été démarré, et elle continue ce qui a été démarré. Et elle le continue d'autant plus facilement que le projet a un sens partagé par la communauté, et d'autant plus facilement aussi que le projet intègre des actions programmées dont on a aussi programmé l'évaluation. Et ça, c'est la dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est que écrire, c'est aussi écrire ce qu'on va faire. C'est écrire ce qu'on a fait, écrire ce qu'on voudrait faire, donc les grands axes, les grands objectifs, mais c'est aussi écrire des actions concrètes, et c'est aussi se dire, ces actions, comment je vais les évaluer, comment je vais vérifier que les actions que j'ai mises en place, elles ont servi à l'objectif que j'avais fixé initialement. Et ça, c'est très important, et je pense que c'est une petite façon de répondre à l'épuisement, parce que ça permet de capitaliser aussi la satisfaction d'avoir atteint un objectif. Il n'est pas forcément ultra ambitieux, l'objectif d'une action. Il peut être très, très réduit, l'objectif. Et aller d'objectif réduit en objectif réduit, finalement, c'est travailler pour un objectif plus ambitieux. L'exemple de ce matin, moi j'ai été marqué par l'exemple de Châteaulin, avec cette idée de circularité. Finalement, cet objectif-là, il peut se décliner sur plein de sujets différents. Et on voit bien que ça fait sens. Merci à vous quatre.